voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trépi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que les passionnés d'automag.be. Nous avons choisi ce voyage en Tunisie après avoir rencontré Hachemi il y a 2 ans via un forum internet de véhicules historiques et anciennes. Et puis il était en train de préparer une grande virée, un grand tour de Tunisie. Voilà. Et sur route carrossable. Et ça nous a tenté parce qu'on a une voiture qui ne peut pas réellement faire du désert. Pourquoi avoir repris les rallyes cette année, c'est facile. Vous savez que la Tunisie est un pays touristique. Il y a beaucoup de voyages touristiques à thème, thématiques. Des amis français, c'est eux qui m'ont donné l'idée. Nous sommes déjà venus avec mon épouse au Maroc. Nous avons fait 2 fois des rallyes en voiture au Maroc, en voiture ancienne au Maroc. Nous connaissons un peu la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, et donc nous avions envie de revenir en voiture ancienne dans ce beau pays. Le moment marquant, c'était vraiment imprévisible. C'était le 2e jour où on devait aller à Djerba. Donc il a fallu improviser. Tout le monde a répondu positivement, ils sont tous venus et on a fait un superbe voyage. C'est vrai que l'étape Djerba-Tozeur a été quand même assez difficile puisqu'on a eu beaucoup de vent de sable, et beaucoup de vent et beaucoup de sable. Et donc comme c'était une étape assez longue et où il a fait une chaleur, il faisait 40-41 degrés, les moteurs ont souffert. L'organisation laisse un peu de place à quelques imprévus, mais c'est très bien comme ça. Et il y a un roadbook extrêmement bien fait qui permet soit de naviguer en convoi si on le préfère, soit seul comme nous l'avons fait pratiquement tout le temps. Et on a eu une soirée à Gafsa où on a fait un petit dîner animé par du folklore tuniso-tunisien, où tout le monde s'est éclaté, tout le monde a dansé. Voilà, donc le rallye s'est très bien passé, les hôtels sont très agréables et en général de très beaux établissements. L'équipe était sympathique, le rallye s'est très bien déroulé, d'autant plus que nous avons une voiture très adaptée à l'Afrique et à l'Afrique du Nord. On n'était pas sur le roadbook, donc il a fallu improviser en ayant une voiture devant, une voiture derrière, moi au milieu, avec le téléphone, avec ma direction du rallye, etc. Ça a mis un peu mal à l'aise les femmes qui n'avaient pas l'habitude. Il y avait des trajets assez longs, où il fallait s'arrêter pour certains besoins, etc. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre. Aussitôt arrivé à Djerba, le lendemain, tout le monde a oublié. Mais ça laisse un souvenir sympathique. Le tour d'expérience est superbe parce d'abord on a traversé plein de villages. On est parti de Tunis, Sousse, El Djem, Djerba. Alors c'est fait épique puisqu'on n'a pas pu avoir le bac, donc on a fait un grand détour. Et ensuite, on est passé par Matmata, on est arrivé aux portes du désert à Douce, Tozeur, Tabarka, et puis Bizerte, Tunis. Donc c'est vraiment une belle boucle. Des moments joyeux, c'était la traversée de certains petits villages authentiques, de Tunisiens gentils. C'est la classe vraiment en dessous de la moyenne. Ils vivotent, qui font des marchés. Qui traversent toute la ville. Vous avez dû vous en rendre compte, ils font plus d'1 kilomètre, 2 kilomètres parfois, où il y a des étals, où il y a un peu tout, et on roulait à 1 km/h. Ça a créé toute une ambiance amicale avec les Européens, avec les voitures qui ne voient pas rouler chez nous depuis belle lurette.
et ces gens gentils qui saluaient, qui souriaient, c'était trop beau. Je remercie l'Office national du tourisme tunisien qui m'ont toujours soutenu et aidé et la compagnie tunisienne de navigation, notre compagnie maritime tunisienne qui nous a permis de vendre à un prix le plus bas possible et les hôteliers aussi qui nous ont fait des faveurs, de grandes faveurs. Les 150 voitures engagées prennent beaucoup de plaisir, qui roulent prudemment parce que les routes vont être assez grasses je pense. Il a plu les 3-4 dernières heures, là on a de la chance parce que pour l'instant ça s'est calmé. Les routes d'Ardennes seront grasses, ça c'est certain, donc voilà, de la sécurité avant tout et du plaisir. Le samedi matin, la caravane s'est lancée sous un ciel capricieux, direction Libramont. Sur un parcours enchanteur, les voitures sont données à cœur joie, même si certains tronçons rendus glissants par la pluie et la grêle appelaient les pilotes à la vigilance. Au départ, on n'en avait pas autant. On a commencé quand même avec une 50aine de voitures, mais ce qu'il y a, c'est que chaque année, on se remet en question, on évolue, on écoute aussi les participants, on voit un petit peu ce qu'ils veulent. Et donc voilà, c'est le bouche à oreille qui fait le succès, ou en tout cas qui contribue. Een heel competitieve rally. Hè. Ik denk dat we mogen zeggen de meest competitieve in België. En dit samen met het feit dat dit ook in een zeer amicale sfeer bijna gebeurt, dat past eigenlijk wel heel goed bij ons. En dus het is daarom dat we al 18 jaar partner zijn van dit evenement. Pour sa 18e édition fin avril, l'ING Ardennes Road restait fidèle à la formule qui a fait son succès. Rallye de régularité et de prestige, il accueillait cette année pas moins de 153 équipages, souvent familiaux et des véhicules pour certains rarissimes. Le lendemain matin, les équipages prenaient le départ depuis Spa pour une journée dans la superbe région de l'Eiffel. De quoi boucler la deuxième moitié des 600 km de cette édition, particulièrement relevée et ponctuée de nombreux RT. Est-ce qu'il y a un peu de pilotage quand même dans des conditions comme ça en particulier? Bah oui, il faut parfois tenir la moyenne dans des routes un peu sinueuses et grasses. Et la voiture, elle est pas toute jeune, donc elle se conduit pas non plus comme une moderne, elle ne freine pas comme une moderne. Et voilà, il faut essayer de garder tout ça sur la route. La chance joue un rôle, mais moi, il y a quand même moyen de la provoquer. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard et que la chance et la précision amènent un peu de réussite. Maintenant, il faut quand même de la chance parce qu'on roule sur route ouverte. Donc on peut rencontrer des riverains, on peut rencontrer différents obstacles, etc. qui quelque part vont nous ralentir et évidemment vont nous pénaliser au niveau des classements, points parfois en retard, en zone de régularité. En fin d'après-midi, la remise des prix venait clôturer l'événement, une nouvelle fois salué pour son niveau d'organisation élevé. C'est une très belle édition. Jusqu'à présent, on a des gens heureux d'avoir fait ce rallye. Les conditions climatiques n'ont pas été aussi catastrophiques que ce qu'on le craignait. Un petit peu de pluie, un peu de grêle, mais de manière générale, c'était supportable même pour les cabriolets. Les gens étaient prudents, pas d'excès de vitesse repéré par satellite puisqu'on suit les voitures. Pas d'accident, donc non, vraiment une belle édition. Welke tijden er vandaag gereden geweest zijn, heb ik nog nooit gezien op geen enkele rally. En wij rijden vrij veel van die RT-rallies. Uniek.
4 jours de course entre Nancy et Beaune, c'était du 8 au 11 juin dernier. La beauté rare des paysages ont fait l'unanimité de tous, en plus d'un rebondissement en fin d'épreuve et un classement qui évoluait dans les ultimes tests de régularité. Le premier marathon de la route 2019 a été magnifique en tous sens. Les équipages étaient ravis de traverser des régions exceptionnelles. Ce marathon de la route était inédit, exclusivement tracé sur le sol français. Pour cette édition, 3 villes de départ étaient proposées, Spa, Reims et Lyon. Il était aussi possible de partir le vendredi soir de Courtrai et du Nürburgring pour rejoindre respectivement Reims et Spa. Le samedi matin, les parcours de liaison menaient tous les équipages au point de départ du prologue dans la région mancéenne. Le départ de la première étape se donnait en milieu d'après-midi au cœur de la ville de Nancy. Le parcours traversait les Vosges, le Jura, le Vercors et l'Ardèche, avant une belle arrivée à Beaune. On pensait que Stéphane Blaise et Patrick Lienne sur Porsche 911, leaders depuis la deuxième étape, tenaient le bon bout, prêts à se laisser glisser jusqu'à Beaune, dans la mesure où le top 5 du marathon de la route était composé des meilleurs équipages belges. Cela signifiait que la moindre hésitation pouvait se payer cash, même que certains avaient réussi à passer à 0 dans des portions comptant jusqu'à 14 prises de temps et confirmaient ainsi l'excellence des équipages qui avaient fait de la régularité leur véritable spécialité. Michel de Crémer et Yannick Albert, Opel Ascona, vainqueurs du Liège-Rome-Liège 2018, n'en demandaient pas plus. Ils s'engouffraient dans la brèche pour l'emporter avec un léger avantage. Derrière les équipages de Crémer, Albert et Blaise Lienne, le podium final du marathon 2019 était complété par Yves et Benoît de Flandre, Porsche 911, auteurs d'un finish de tous les diables après avoir pris à leur compte la boucle de nuit de l'avant-dernière étape. La 911 orange a devancé la Volvo PV 544 d'Yves Newlanders et Renault Hermann, la Ford Escort MK1 de Johnny Delay, copilotée par un certain Robert van de Vorst, et la Ford Cortina Lotus de Kurt van der Spinnen, Anton Dupan. Les Britanniques Mark et Suzanne Geoffrey, MGP, très bon 8e du classement général, finissant entre Scone-Brown-Golen, Ford Escort MK1 et de Klerk Vink, Porsche 911 Targa, plus d'autres équipages français bien classés. Après les circuits et rallyes, place au concours d'élégance en cette mi-saison. Pour cette 5e édition, Chantilly Art et Élégance Richard Mille réunissait des joyaux de l'automobile passé et futur dans un environnement majestueux de l'un des plus beaux châteaux de France. L'histoire du château de Chantilly est indissociable de celle d'Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Ce grand collectionneur a fait de sa demeure un écrin pour ses innombrables chefs-d'œuvre en musées et manuscrits précieux. En 5 éditions, Chantilly a acquis une reconnaissance considérable. Devenue biennale en alternance avec le Mans classique, elle était très attendue des passionnés et collectionneurs de voitures anciennes. Allez, n'hésitez pas à prendre des photos, ce sont des voitures rares, ce sont des voitures dans un état absolument magnifique. Samedi matin, avant la canicule, c'est une belle lumière d'été qui gagne le premier prix et qui est sur les pelouses. Le podium.
samedi soir, smoking et robe longue étaient de rigueur pour le repas de gala offert aux invités et aux collectionneurs par Richard Mille et Patrick Peter. La surprise était de taille quand les invités pénétraient dans les grandes écuries, car c'est bien la plus exclusive des automobiles actuelles qui trône au milieu de la scène, la voiture noire de Bugatti. Le fils décoré, on rend hommage à travers cette voiture à la Bugatti 57 SC Atlantique. Just one word about the roof of this car. Yeah, this car is all about. La manifestation n'était pas qu'un événement automobile, c'était également le rendez-vous des familles venues profiter des multiples animations et activités en accès libre dans le domaine. Pour les clubs, la Garden Party marque le moment fort de la journée. L'élégance devait d'être harmonieuse pour espérer remporter le Grand Prix des clubs et attribuer sur la qualité de la présentation, la diversité et l'originalité des modèles exposés, ainsi que le soin apporté au déjeuner sur l'herbe. Le concours d'État, comme son nom l'indique, récompensait là où les voitures dans le meilleur état de conservation ou de restauration. À Chantilly, on ne croisait que des engins totalement exceptionnels, répartis en 17 catégories. Pour découvrir l'intérieur qui est, j'ai envie de dire, aussi futuriste que ce que vous voyez de l'extérieur. Magnifique. On remarquait aussi sur le podium parmi tout ce beau monde la présence de Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile. Hisser la compétition historique à son meilleur niveau, tel est le pari que la FFSA, le circuit de Nevers-Manicourt et HVM Racing ont conjointement relevé en un week-end caniculaire. Dans une belle ambiance populaire, le deuxième Grand Prix de France historique a tenu ses promesses, en piste comme en dehors. Organisé pour la deuxième fois après l'édition inaugurale de l'été 2017, le Grand Prix de France historique a vécu un samedi chaud et intense. Une longue et attrayante journée durant laquelle le public du circuit de Nevers-Manicourt a vu l'histoire de la course automobile défiler sous ses yeux. Le Grand Prix de France historique battait son plein du côté de la Nièvre. 7 premières courses figuraient au programme du jour, dont celle très attendue des anciennes Formule 1, tandis que de multiples animations ont permis aux spectateurs de prendre la pleine mesure de l'événement. Autre temps fort, on retiendra l'émotion suscitée par les quelques tours de Jacques Lafitte au volant de sa Ligier F1 de 1979, tout comme les différentes démos, expos et séances de dédicaces qui jalonnèrent ce samedi jusqu'au concert et feux d'artifice de fin de soirée. Dimanche était tout aussi sportif et festif au gré des courses de la journée. On retiendra tout particulièrement la victoire du jeune Italien Matteo Ferrer-Asa à l'arrivée de la course des Formule 1. Dans une sorte de double clin d'œil à l'histoire, celui-ci eut la bonne idée de s'imposer aux commandes de la Ligier JS11 avec laquelle Jacques Lafitte s'était si souvent illustré en Grand Prix 40 ans plus tôt. Un succès plutôt bienvenu en un week-end où l'on fêtait également le cinquantenaire de l'équipe Ligier en présence du plus fameux de ses pilotes. Outre Jacques Lafitte, Jean-Pierre Jabouille, Patrick Tambay, Philippe Alliot, Éric Comas et Yannick Dalmas avaient également tenu à honorer ce Grand Prix de France historique de leur présence. Le rallye Pékin-Paris, c'est un véritable rallye d'aventure et l'un des voyages les plus impressionnants et les plus incroyables qu'il soit. Il est parti de la Grande Muraille de Chine. Pour sa 7e édition, c'était le 2 juin dernier. Les équipages ont pris le départ à l'aube, à 7h31, 112 ans après le départ d'Auguste Pons vers l'inconnu. L'équipage belge Anton Gunnison et son navigateur Herman Gellan s'embarquaient sur leur mototerie Continental, un véhicule 3 roues avec lequel Pons avait commencé cette aventure il y a de nombreuses années. L'équipage était prêt à relever le défi et à se rendre jusqu'à la place Vendôme et ainsi ramener le tout premier mototerie Continental de Pékin à Paris.
Les autres véhicules partaient dans l'ordre, accompagnés d'une troupe de danseurs, de tambours, d'acrobates et de lions de cérémonie, fêtant dignement le départ de ces merveilleuses voitures depuis les murs antiques de la Grande Muraille de Chine. Le rythme des tambours était incessant et s'intensifiait au fur et à mesure que chaque voiture passait la ligne et le drapeau de Patrick Burke. Pour ces 105 équipages intrépides, le rallye Pékin-Paris reste l'aventure d'une vie et les chiffres sont assez époustouflants. Avec près de 14 000 km en 36 jours, ils couvriront 114 degrés de longitude, traverseront 1300 contrôles de passage et 8 fuseaux horaires tout en transitant par 12 pays avec des étapes pouvant atteindre 650 km. Depuis la ligne de départ, le chemin vers Paris passe d'abord par une voie rapide et moderne, ce qui était un bon moyen pour les équipages de s'inscrire dans le rythme du rallye. Mais après seulement 4 km, l'équipage numéro 2 de la voiture à vapeur du White Pullman de 1910 a dû faire une pause pour régler ses brûleurs. Pour ceux qui n'avaient pas besoin de ce genre de réglage, les seuls problèmes étaient les camions lents qui sont progressivement devenus moins nombreux au fur et à mesure que les voitures s'éloignaient de Pékin. Cela permettait d'apprécier les paysages traversés par les équipages. Un contrôle de passage à la périphérie de la ville fortifiée de Zhualu, c'est là que le tempo du jour a changé et pendant 80 km, les équipages ont été ramenés dans le passé sur des routes non goudronnées, le long de champs bien entretenus, de villages cachés et de rivières rapides. Le trajet vers Hohhot et la première halte nocturne étaient spectaculaires et les équipages étaient arrivés pour un dîner de bienvenue avec une multitude d'histoires à raconter, déjà impatients que l'aventure se poursuivait le lendemain matin. Was hot but very beautiful. Les routes les plus reculées de la République de l'Altaï ont salué les concurrents qui avaient franchi la frontière. Alors qu'ils entraient en Russie et entamaient la descente des montagnes de Mongolie, il restait encore 25 jours et 10 000 km à parcourir pour atteindre la place Vendôme à Paris. Avec 20 nationalités participantes, 14 pays traversés et 36 jours d'aventure épuisante, l'événement montre déjà que seules les voitures et les équipages les mieux préparés resteront en tête. De nombreuses voitures ont été endommagées. Elles étaient en train d'être réparées avec les moyens du bord et leur seul objectif était d'arriver à Paris. L'Australien Jerry Krohn, vétéran et double vainqueur du Pékin-Paris, et son navigateur australien Matt Bryson étaient actuellement en tête de la catégorie classique avant 1975. Leur voiture jamais produite en Australie, une Leyland P76 de 1973, n'était pas si remarquable car la voiture avait été améliorée au cours des nombreuses épreuves de longue distance pour devenir le vainqueur d'une épreuve d'endurance. La Chrysler Roadster 1927 des Belges Wim van Gierdegom et Arne van Colly ont dû retourner sur Ulaanbaatar pour réparer une fuite de transmission. Ils atteignaient finalement le camp à 5 h du matin. D'autres équipages ont perdu leur pot d'échappement tandis que Kees Weed et Richard Holmes ont retourné leur coupé Pontiac en négociant un virage. Heureusement, seule leur fierté était touchée. L'équipage français de Serge et Jacqueline Berthier, dans une improbable voiture, une Jensen Interceptor de 1973, avait pris 2 jours de retard. La configuration du terrain difficile et les nuits sous la tente étaient le quotidien des équipages durant la traversée des plaines mongoles. Seuls les yourtes des nomades ainsi que leur bétail avaient pu les distraire. Une véritable punition infligée aux voitures, des pannes et des réparations de plus en plus fréquentes. Les défis et les routes spectaculaires ont continué, le soudeur a été très occupé, Anton Gunnison et Hermann Gölan ont dû reconstruire et renforcer l'essieu avant du Mototri Continental de 1907. Car is doing well. Sleep in our tent again.
Depuis le dernier jour de repos à Ulaanbaatar, les équipes ont parcouru près de 2000 km en Mongolie. Elles passaient par les régions plus isolées de la planète, sans oublier les routes les plus difficiles que l'itinéraire a offert aux concurrents. Ceux qui cherchaient à atteindre la ligne d'arrivée à Paris devront d'abord affronter la poussière et la saleté de ces endroits isolés. Les concurrents prenaient la direction d'Astana et de Moscou avant les pays européens. La suite et fin de cette grande aventure dans le prochain numéro de Voitures de légende. Voitures de légende, en collaboration avec Bardal, des produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.